Bonsoir à tous et bienvenue à la séance de Ouija de ce soir. Heureusement, pour nous aider, nous avons aussi Blue Spooky ici, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement déjà. C'est un narrateur incroyablement talentueux, et si vous ne le saviez pas encore, vous le découvrirez d'ici la fin. Le lien vers sa chaîne se trouve dans la description de cette vidéo, ainsi qu'à la fin dans les petites cartes. Dans tous les cas, il est temps de vous installer confortablement, de préparer votre planchette et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. En 1996, quand ma mère était enceinte de moi depuis 6 mois, elle a décidé qu'elle voulait jouer à la planche Ouija avec sa sœur. Ma grand-mère est décédée environ 3 mois auparavant et elle voulait voir si elle pouvait entrer en contact avec elle. Ma mère et ma tante disent qu'elles ont parlé à ce qu'elles pensaient être leur mère, qui est tragiquement décédée dans cette maison 3 mois plus tôt. Elles ont discuté environ 30 minutes avant que la planchette bouge brusquement et que l'air se refroidisse. La planchette se déplaçait rapidement sur le plateau en répétant « à moi, à moi ». Cela a effrayé ma mère, alors elles ont arrêté. Quelques semaines plus tard, ma mère accouche. Cela a effrayé ma mère car je suis né avec plus d'1 mois d'avance. Je suis né, j'étais si petit que j'ai dû rester à l'hôpital pendant 2 semaines de plus. Tout allait bien quand ma mère et moi sommes partis. Avançons jusqu'à mes 4 ans, j'ai commencé à avoir d'horribles terreurs nocturnes où je me voyais assis en haut des escaliers de ma maison. Dans le rêve, on pouvait voir qu'il faisait jour, mais c'était quand même sombre. Mes pieds restaient collés au sol comme dans des sables mouvants. Je criais pendant ce qui semblait des heures, et à la fin du rêve, je voyais toujours quelque chose ramper lentement sur moi. C'était une créature très maigre, aux membres longs, noirs, avec des doigts extrêmement longs et des ongles encore plus longs et plus sombres. Ses yeux étaient d'un grand rouge brûlant. Je faisais ce rêve si souvent que dès que cette créature apparaissait, je parvenais à me réveiller. Ces rêves étaient assez fréquents, presque toutes les nuits. J'en ai parlé à ma mère, et elle m'a dit que je ne devrais pas veiller tard et me faire peur avec des histoires. L'attitude de ma mère a changé quand ma sœur a commencé à dire des choses effrayantes. À cette époque, ma sœur avait 2 ans et demi, et elle était très intelligente. Un soir, ma sœur et moi étions dans ma chambre, prêtes à dormir, et chaque soir, ma sœur et ma mère jouaient à un jeu avant le coucher. Ma mère demandait à ma sœur d'épeler un mot, elle l'épelait et recevait une récompense. Alors que ma mère nous disait bonne nuit, ma sœur a dit « Maman, peux-tu épeler le noir ferait mieux de courir ?» Elle a dit cela d'une manière chantante, comme dans un film d'horreur. Cette nuit-là, je me suis réveillé à cause de quelque chose de très étrange. Une vieille dame se trouvait au bout de mon lit. Honnêtement, elle semblait si réelle que j'ai cru qu'une vraie vieille dame était dans ma chambre. J'ai crié, allumé la lumière, elle avait disparu. Complètement terrifié, je me souviens avoir laissé la lumière allumée parce que je ne pouvais plus dormir dans le noir. C'était trop paralysant. Tout à coup, je me réveille à nouveau dans l'obscurité. Je ne me souvenais même pas avoir fermé les yeux pour dormir. Et il y avait cette vieille femme au bout du lit. Cette fois, je savais qu'elle n'était pas humaine. Elle avait la peau bleue et les dents pourries. Ses yeux étaient d'un bleu surnaturel et elle me fixait simplement en souriant. Puis elle a commencé à rire. Ça a commencé par un petit rire, puis elle s'est mise à glousser bruyamment. Elle a tellement ri qu'elle a basculé la tête en arrière comme une folle. J'étais si choqué que je ne pouvais pas pleurer. Ma bouche était grande ouverte. Au fil du temps, elle riait si fort que sa bouche s'agrandissait encore. Sa mâchoire s'est déboîtée comme celle d'un serpent, puis soudain, en plein rire, elle s'est arrêtée, a rejeté la tête en arrière et d'une voix d'homme très rapide et grave a dit « Si tu as peur, cache ta tête, petit cochon, parce que je ne vais pas m'arrêter. » J'ai fait ça tout de suite, j'ai couvert mon visage avec mes couvertures. Et tout de suite, elle a recommencé à rire. Je suis resté là, allongé sous ma couverture, terrifié, pendant ce qui m'a semblé des heures. Finalement, je me suis réveillé. La lumière du jour.
Après cela, j'en ai parlé à ma mère, qui a appelé mon grand-père, pasteur. Il est venu, il a béni la maison, et dans l'ensemble, tout allait bien. Une chose est arrivée quelque temps plus tard, quand j'étais adolescent. En grandissant, je suis allé au rez-de-chaussée avec ma propre chambre, tandis que ma sœur est restée à l'étage. Chaque nuit, sans aucun doute, je me réveillais toujours à 4h30 du matin. J'entendais des grincements dans les escaliers et des pas approcher de la porte de ma chambre. Puis ma porte s'ouvrait lentement. Il n'y avait jamais personne, et après 1 minute ou 2, elle se refermait lentement. Après toute mon enfance là-bas, nous avons finalement déménagé. À 17 ans, rien ne m'avait semblé étrange hormis la porte depuis des années. Un soir, ma mère, sa sœur et moi étions sur son lit à regarder la télé. C'était en juin et ce jour-là, nous avions eu de terribles orages. Les orages sont devenus si violents que le courant a été coupé et nous avons tous décidé d'aller dormir car il commençait à se faire tard de toute façon. Puis, nous nous sommes tous les trois réveillés exactement au même moment. Il fait toujours sombre et très froid, malgré l'été et la climatisation éteinte. Nous avons tous trois haleté en voyant une silhouette d'au moins 2,10 m dans l'embrasure de la porte de la chambre. Soudain, j'entends ce rire que j'avais entendu il y a tant d'années. Je savais qui c'était. Puis la créature nous murmure quelque chose qui est gravé dans ma mémoire. « Je t'ai trouvé. » Tout mon corps était en état de choc. Il nous a trouvés. L'homme noir. Puis il a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Rien ne s'est passé pendant des années, jusqu'à mon déménagement en Floride avec mon petit ami, aujourd'hui mon mari. Mon mari travaillait de nuit, donc je n'arrivais jamais à dormir la nuit. Une nuit, vers 1h du matin, je suis sorti pour fumer un joint. J'ai une petite maison avec une cour devant. Je comptais fumer vite et rentrer à l'intérieur. Alors que je finissais mon joint et que je commençais à marcher, j'ai remarqué un long bras noir avec des griffes noires qui descendaient du toit comme si quelque chose allait attraper mes cheveux. C'était inhumain. J'en ai parlé à mon mari et il m'a répondu qu'il s'inquiétait pour ma santé. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il voie la chose noire sur le toit. C'était l'autre jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il est sur mon toit? Je me demande juste quand il va essayer d'entrer. Il y a de nombreuses années, un garçon de 14 ans passait la nuit chez un ami avec 3 autres amis du même âge. Nous avions tous grandi ensemble, sauf un, le cousin de l'enfant du lieu, que nous ne connaissions pas encore. Sa sœur aînée, qui avait 21 ans, qui avait 16 ans à l'époque, les trois faisait office de babysitter pendant que les parents étaient en les sorties pour la soirée. Elle a décidé de déterrer une planche Ouija d'un placard quelque part et a pensé que ce serait drôle de nous foutre la trouille. À l'époque, on achetait des planches Ouija comme des jeux de société au magasin de jouets. Alors on s'est tous rassemblés autour et elle a commencé avec une sorte de détecteur de mensonges oui-non, en posant des questions à chacun de nous à tour de rôle. Quelques rires nerveux se sont fait entendre, mais aussi un sentiment de malaise, car on a tous commencé à se dire que c'était incroyablement génial, comme une sorte de secret dont on n'avait jamais eu connaissance auparavant. Les choses deviennent bizarres quand la sœur demande à voix haute « S'il y a quelqu'un ici, manifeste-toi s'il te plaît ». Un court instant de pause, puis un cadre tombe du mur et s'écrase au sol. Évidemment, on a tous flippé grave. Elle nous calme et insiste pour qu'on retourne à la planche, parce qu'on doit aider celui qui a fait tomber le cadre. Le visage pâle et le cœur battant, on a commencé à questionner. Je dois aussi ajouter que le pointeur bouge de façon fluide et rapide, d'une manière complètement différente d'avant. « Es-tu dans la pièce ?» Le pointeur dit oui. « Es-tu un homme ?» Le pointeur dit non. « As-tu besoin d'aide ?» Le pointeur dit encore non. « Comment tu t'appelles ?» Ça épelle, pareil. On te demande un secret. Le pointeur épelle, jette une pièce. Alors, on l'a fait.
quelqu'un quitte la table et prend une pièce de 10 pence dans le bocal à monnaie de la cuisine. À l'époque, les pièces de 10 pence étaient grandes et encombrantes. La pièce virevolte en l'air, montant haut. Alors qu'on la regarde redescendre, elle s'arrête et tombe doucement sur la tranche, atterrissant sur la table. Quand je dis atterrir, elle n'a ni rebondi ni vacillé, descendant simplement pour rencontrer la table, parfaitement équilibrée sur la tranche, comme si quelqu'un l'avait posée là délicatement. Brisant le silence, la flèche se remet à bouger, semblant indiquer des lettres au hasard. Nous avons rapidement reconnu leurs initiales, y compris les seconds prénoms. La seule tradition pour mon ami et sa sœur était d'avoir 3 deuxièmes prénoms, ce que nous ignorions. Hormis le frère et la cousine, personne ne connaissait le nom complet de la sœur aînée, et nous venions de rencontrer la cousine ce soir-là. D'une manière ou d'une autre, chaque personne présente a eu ses initiales correctement épelées devant elle. Le pointeur s'arrête puis épelle 3 derniers mots. Enfant, stop, maintenant. Il m'a fallu de très nombreuses semaines pour réussir à dormir correctement. Personne n'en a parlé à ses parents, et au fil des années, c'est devenu notre secret partagé, à tous. Je n'arrivais pas à l'expliquer à l'époque, et je n'arrive toujours pas à l'expliquer aujourd'hui. Il y a environ 1 mois, j'étais assis à la table du déjeuner avec mes 6 amis proches, comme n'importe quel autre jour à l'école. Quelque chose clochait ce jour-là parce que mon amie Amanda avait l'air un peu nerveuse. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle me dise qu'elle allait me dire quelque chose plus tard. Je lui ai dit que c'était d'accord et qu'elle pouvait me le dire tout de suite. Alors elle l'a fait. Fin juillet, Amanda a joué à la planche Ouija avec une autre de nos amies, et elle avait peur que je sois déçu parce que nous sommes catholiques. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et que je ne la jugerais jamais. Bref, Amanda m'a demandé si je me souvenais du moment où elle avait joué à la planche Ouija. J'ai dit « Et alors ?» Et elle a dit qu'elle ne m'avait pas vraiment dit ce que le fantôme lui avait dit. Elle m'a dit qu'ils avaient rencontré un fantôme appelé Nick qui est mort d'obésité. Amanda a dit qu'il n'était pas méchant. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que Nick a dit à Amanda et à mon autre ami qu'Amanda allait mourir avant d'avoir 20 ans. Amanda m'a dit qu'il avait aussi dit qu'elle allait mourir parce qu'une amie proche allait la jeter dans une rivière. J'ai paniqué pensant que c'était moi. Je lui ai demandé qui, et elle a répondu que c'était notre autre amie qui s'appelle Becca. J'ai regardé à côté de moi et j'ai vu Becca parler à nos autres amis sans faire attention à nous. J'avais peur. J'ai demandé si elle mentait et elle m'a dit qu'elle jurait qu'elle disait la vérité et qu'elle mettrait la main sur la Bible pour dire qu'elle ne ment pas. J'ai demandé si elle ou l'un de nos autres amis déplaçait la planchette et elle m'a dit non, car ils avaient promis de ne pas la bouger avant de jouer. Je lui ai toujours dit de ne pas s'amuser avec les fantômes ou les planches Ouija et j'ai peur. Je voudrais aussi ajouter que l'autre ami qui a joué a confirmé cette histoire. Je ne sais tout simplement pas quoi en penser. Je croyais que les planches Ouija, c'était bidon. Mais cette expérience m'a fait changer d'avis. Mon ami et moi, que j'appellerai simplement Ali, avons décidé de nous amuser avec une planche Ouija pour rigoler. Aucun de nous n'en possédait vraiment une, alors on en a fabriqué une en papier. Comme tu peux l'imaginer, elle n'avait pas l'air super, mais ce n'était pas non plus horrible. On l'a aussi froissée d'une manière ou d'une autre, mais je ne me souviens plus comment. Rien ne se passait au début. Nous rions tous les deux en inventant des mots sur le plateau. Après avoir ri, nous sommes devenus sérieux. Après plusieurs essais, quelque chose a vraiment commencé à nous parler. Au début, ça bougeait un peu lentement, mais ça s'est accéléré de plus en plus. Chacun pensait que l'autre le bougeait. Nous avons demandé si ça pouvait donner un nom. Ça a dit oui, mais n'a rien éplé. Nous avons demandé si c'était humain, et ça a répondu oui. On a demandé sa date de naissance, c'était le 4. Mon ami a demandé avant ou après Jésus-Christ, et ça a répondu avant Jésus-Christ. Nous avons trouvé ça étrange, puis sommes passés à autre chose. Nous lui avons demandé s'il connaissait Castiel,
Je regarde Supernatural, c'était juste une blague. La planche a dit oui. J'ai demandé s'ils connaissèrent d'autres anges, et ça a encore dit oui. Nous avons redemandé ce qu'ils étaient, la planche a appelé ange. Nous avons redemandé leur nom, ils ont épelé Noé. J'ai demandé si ça me concernait, on m'a répondu oui. Alors j'ai demandé si c'était un ange gardien. La planche a dit non. Il ne voulait pas aller jusqu'au bout du nom sur la planche. Alors on a juste dit d'utiliser l'espace vide comme nom. Ma mère est entrée à un moment donné. Donc on a dû cacher le plateau parce que je ne pense pas qu'elle aimerait que je joue avec ça. Elle savait probablement qu'il se passait quelque chose parce qu'on agissait tous les deux de façon très suspecte, mais elle a décidé de l'ignorer. Elle a ensuite dit qu'elle partait, donc on allait se retrouver tout seul. Nous avons ressorti la planche et demandé si c'était toujours là. Immédiatement, ça mettait sur oui. À ce moment, nous savions tous deux que c'était un démon, et lui avons demandé. Il a commencé à épeler Zozo, alors nous avons dit au revoir. Comme nous étions tous deux stupides et désespérés, nous avons recommencé. Nous lui avons dit que ce n'était pas grave s'il était un démon, et avons continué à parler. Nous avons demandé si c'était vraiment Zozo ou non, et d'aller sur D pour un autre démon. Il est allé sur le D. Nous avons demandé si Zozo existait, et il a dit qu'il ne pouvait en pas répondre. Nous avons demandé si les démons avaient des genres, et il a pointé sur oui, et a dit que c'était un garçon. Après ça, nous avons commencé à poser des questions que l'autre ne connaissait pas, comme le nom de sa grand-mère. J'ai demandé si l'une de nous connaissait des personnes décédées. Mon ami a accepté et a demandé aux démons de quel il parlait. Ils ont épelé M, première lettre du nom de la meilleure amie décédée de sa mère. Ali a demandé comment elle était morte. La police ne savait pas s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide. Le garçon a épelé homme. À l'époque, je ne connaissais pas l'histoire, alors elle me l'a expliqué. Elle a demandé qui c'était, il a épelé le nom du petit ami. Fin. Après ça, mon ami voulait changer de sujet, donc bien sûr, on l'a fait. J'ai demandé s'il connaissait le nom de mon oncle, que j'avais oublié parce qu'il est mort depuis longtemps. C'était le genre de chose où si je le voyais, je saurais. Il a épelé un C, et soudain je me suis souvenu de son nom, qui commençait bien par un C. J'ai demandé s'il savait comment s'appelait mon grand-père. Il a donné un T, qui était aussi la première lettre du nom de mon grand-père. J'ai demandé s'il pouvait me dire comment il était mort, et il a épelé cancer. J'ai alors demandé s'il pouvait donner la première lettre du type. Il a épelé L, mon grand-père était mort d'un cancer du poumon. J'ai demandé si j'allais tuer quelqu'un dans le futur, et la planche a répondu oui. J'ai demandé un nom, et il a épelé le nom de mon ami. J'ai demandé à la planche si elle plaisantait, et encore une fois, elle a répondu oui. On a continué à plaisanter avec lui, par exemple, j'ai demandé s'il était Satan. J'ai demandé si tu étais sûr, il a dit non. J'ai demandé si Satan avait mieux à faire et s'il était un homme occupé. La planche a épelé oui. Nous lui avons aussi fait épeler gay. Quand on lui a demandé pourquoi il nous regardait, il a répondu « pourquoi pas ». Il a aussi dit qu'il ne savait pas ce qu'était Internet ou l'école. Il ne nous a pas donné de vrais détails sur notre avenir et se moquait surtout de nous. Nous lui avons demandé s'il nous aimait et aimait nous parler. Il a répondu oui. Nous avons demandé si Satan avait créé les démons. Il a répondu oui. Nous lui avons demandé pour les autres démons, il a dit ne pas les aimer ni leur parler. Nous lui avons demandé s'il se sentait seul, et là, littéralement, ça a commencé à voler sur le plateau. Ça semblait être un sujet sensible. Il anticipait les questions avant qu'on les pose. Mon père a soudainement sonné. Alors nous avons dit au revoir et mon ami est parti. C'était la fin. Nous lui avons parlé pendant 2 heures. Était-ce stupide de notre part de continuer à lui parler même après qu'il ait admis qu'il était un démon ? Aussi, la seule fois où je me suis vraiment senti bizarre, c'est quand il a épelé le mot « homme ». Est-ce que c'était vraiment un démon ? En fait, il était vraiment détendu et il suivait simplement tout ce qu'on disait. Pour tous ceux qui disent que mon amie me faisait une blague, c'est possible, mais honnêtement, elle ment très mal.
Attache-toi. Ça va être long. » Alors après tout ça, nous lui avons reparlé une semaine plus tard. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé pendant la conversation, mais je suis presque sûr qu'il a dit qu'il était maintenant attaché à moi. Mais cela ne m'a pas dérangé, car rien de mal ne s'est produit. Nous avons parlé à Inoa plusieurs fois avant qu'il ne se passe quelque chose de vraiment étrange. Il agissait bizarrement, alors nous avons demandé à la planche si c'était un autre démon. Elle a répondu oui. Cela a déclenché la même combinaison qu'avec Inoa à l'origine. Il a reconnu être un démon nommé Mazam. Il plaisantait plus que Inoa, mais il était un peu plus agressif. Ils ont tous les deux fini par s'attacher à moi plutôt qu'à mon ami, probablement parce que j'avais une énergie plus ouverte. Je sais que quand Mazam ne s'entendait en pas, ils se disputaient souvent pour savoir qui nous parlerait. Lors de notre première conversation avec Mazam, il a commencé à épeler, alors nous l'avons interrompu pour lui demander si c'était important. Il a accepté, alors nous avons écrit ce qu'il dictait. Il a épelé mon prénom et a écrit « triste ». Nous étions tous les deux un peu effrayés et nous avons demandé si nous pouvions chercher son nom. Nous savions que Mazam n'était pas son vrai nom, mais nous voulions juste avoir quelque chose pour l'appeler. Nous avons trouvé une vidéo sur YouTube. La vidéo est un peu gênante, mais ignore ça. Si tu ne veux pas la voir, voici pourquoi cela nous a tant effrayés. La vidéo parlait de tristesse, et Mazam avait écrit le mot « triste ». Je comprends que ça puisse paraître un peu idiot et que ça pourrait être une simple coïncidence, mais ça nous a quand même foutu une sacrée trouille. À ceux qui pensaient que mon amie savait pour la vidéo et voulait me faire peur, en réalité elle croit bien plus à ce genre de choses que moi, et a été encore plus effrayée. Elle voulait arrêter, mais on a continué. Rien de vraiment important ne s'est passé après ça. Nous en avons reparlé plus tard dans mon salon. Ils parlaient à tour de rôle, puis se sont disputés. Ils se sont tus, alors nous sommes partis. Une semaine après, nous avons tenté de leur parler dans ma chambre, mais ils ne sont pas venus. Quelqu'un d'autre est venu à la place. Ils ont dit qu'ils étaient en un incube et ont donné un faux nom, mais je ne m'en souviens plus. On a fini par aller au salon en espérant que Mazam et Anoa étaient encore là. Ils n'y étaient pas. En résumé, ils ont dit qu'ils se battaient encore, mais avaient tué l'incube. On était contrariés, mais au fond, ça ne nous importait pas. Je suis allé chez Universal et j'ai demandé s'ils venaient avec moi. Ils ont dit oui, et qu'ils avaient apprécié. J'ai demandé à Mazam son manège préféré, il a dit le Hulk. Il a Tipas et l'ami qu'il roulait à côté de moi. Maintenant, prépare-toi pour la surprise. Un jour, nous sommes montés à bord, et ça ne ressemblait à aucun d'eux. Alors, nous avons demandé qui c'était. Ils ont dit s'appeler Dominique. Nous lui avons parlé et nous avons demandé si nous pouvions avoir Mazam ou Anoa, et à un moment donné, il est simplement parti. Mazam est apparu, alors nous avons demandé s'il avait tué Dominique et ce qu'il était. Mazam a dit qu'il était un ange, et qu'Anoa se battait contre lui en ce moment. Nous sommes repartis pour que Mazam puisse aussi le combattre. Quand nous sommes revenus, Mazam nous a parlé. Il bougeait très lentement alors qu'il va d'habitude vite. Nous avons demandé si Inoue allait bien. Il a dit non. Nous avons demandé s'il était mort. Il s'est arrêté un instant puis a hésité avant de dire oui. Il a dit qu'il serait le prochain et que nous ne le reverrions plus. C'était la dernière fois que nous avons eu des nouvelles. Dominique nous a alors parlé. Nous avions encore des doutes et nous ne croyions pas que Dominique était vraiment un ange. D'autres démons se faisaient passer pour des anges. Pourquoi croire celui-ci ? Il a été très en colère que nous ne le croyions pas. Nous lui avons demandé s'il avait tué Mazam et Arnoa, il a confirmé. J'ai alors entendu une blague comparant les démons à des cafards. Mon ami lui a demandé un signe s'il était un ange, il a accepté. Rien d'autre ne s'est passé, nous sommes donc partis. Immédiatement après, nous sommes sortis parce que j'ai entendu un hibou. Dès que j'ai mis le pied sur le porche, nous avons été accueillis par un cafard mort. Nous avons continué et il y avait bien un hibou dans l'arbre. Mon ami a découvert que dans certaines cultures, les hiboux annoncent la mort. Nous l'avons cru après ça. Nous avons reparlé à Dominique une semaine après. Il était encore fâché contre nous, même après nos excuses et avoir affirmé le croire.
Nous avons parlé avec lui un moment, et nous lui avons demandé ce qu'il voyait pour notre avenir. Il a dit que nos chemins sont différents et qu'il ne peut pas prédire la suite. Mais il a quand même donné quelques informations sur le père de mon ami. Nous ne sommes pas certains que ce soit vrai, car mon ami ignore ce qui s'est passé. Il a aussi affirmé que Mazam et Anoa étaient un des démons supérieurs. Il a dit qu'il veillerait sur nous et tuerait tous les démons qui s'approcheraient d'An. Nous lui avons posé de nombreuses questions sans réponse. Je suppose qu'il y a simplement des choses mais qu'ils ne peuvent pas dire, étant donné que les démons faisaient la même chose. Il nous a parlé quelques fois après ça, mais pas longtemps parce qu'il nous déteste. Peu après, en tentant de parler à Dominique, un démon grossier a répondu à sa place. Chaque fois qu'on lui demandait son nom, il disait d'épée et il ne répondait à aucune de nos questions. À un moment donné, il a appelé présage. Dominique était venu une minute puis est reparti. Comme dit, il nous détestait. Plus tard, nous nous sommes promenés et avons vu un oiseau mort éventré. Tu penses que donc que le canard mort a un rapport avec le démon ? L'histoire se passe en 1993. J'étais en seconde au lycée. Je dois insister sur l'importance de cette année, car les téléphones portables, Internet et les formes de communication de masse instantanée n'existaient pas. Il y a beaucoup de contexte à expliquer. À cette époque de ma vie, mes amis et moi utilisions très imprudemment une planche Ouija que j'avais trouvée dans le grenier de mon arrière-grand-oncle décédé après sa mort. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails ici, si ce n'est que c'était une planche en bois, ancienne et sans instruction. Nous l'avons ramenée à la maison, et mes sœurs, mon ami et moi avons commencé à jouer avec. Les semaines ont passé, quelques mois ont passé, et beaucoup de choses étranges se produisaient dans la maison avec mes amis. Je crois fermement au paranormal, et je ne remettais pas vraiment en question ce qui se passait, car ce n'était pas seulement moi qui en étais témoin, mais beaucoup d'autres aussi. J'ai vu de tels événements changer la croyance de sceptiques endurcie en quelques instants. J'étais terrifié la plupart du temps. Je dormais avec la lumière allumée et jamais seul. Parfois, cela m'amusait même. Un jour, au début du printemps 1993, mes amis et moi étions assis à une table de la bibliothèque de notre lycée. La conversation semblait toujours revenir à ce qui se passait chez moi. Nous étions 4 assis à la table, moi-même, Monica, Kim et Suzanne. Je commençais à m'agiter un peu et à me sentir arrogant. Tellement arrogant que j'ai dit à voix haute à mes amis presque exactement ces mots-là. « Si tu es si puissant et si réel, alors tu ne serais pas coincé chez moi. Montre-nous un signe que tu nous entends depuis l'autre côté du plateau. » Et juste comme ça, toutes les lumières de toute la bibliothèque se sont éteintes pendant 5 secondes entières. Quand elles sont revenues, j'ai continué à fanfaronner avec confiance en riant et en disant « Vraiment ? C'est tout ce que tu as ?» La cloche a sonné peu après et il était temps de rentrer à la maison. Je n'ai pas trop pensé à l'incident après, mais je savais que mon comportement faux et égocentrique pourrait avoir des conséquences plus tard. Cette nuit-là, en dormant, j'ai rêvé. C'était l'un de ces rêves, ou visions si vous préférez, dont on se réveille en le ressentant vraiment. On peut en réciter chaque phrase en détail. Je ressens encore aujourd'hui la résonance et m'en souviens. Le rêve commence le matin, alors que je commence à marcher vers l'école depuis la rue. Je ressens une terreur envahissante et l'impression d'être poursuivi lentement. Une procession de silhouettes en cape noire, sans signe de vie, juste une forme humaine, avançait. Ils étaient un 6, tous la tête baissée. En plein jour, chacun portait une torche. Au centre, une grande silhouette en noir avec une bande rouge sur sa cape. Il tenait un long bâton en étain, pas une torche. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'observer les détails de qui c'était. Je savais qui c'était et qu'il me cherchait. Surtout lui. Il n'était ni pressé ni en train de courir. La procession était lente et méthodique. Je suis entré en courant dans l'école et j'ai cherché frénétiquement une cachette dans la bibliothèque, guidé par mes rêves.
J'ai sauté par-dessus ces étagères basses, tant dans les rêves que dans la réalité, puis me suis recroquevillé dessus, caché, priant de ne pas être trouvé. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé, à bout de souffle. J'ai prononcé quelques mots en me préparant pour l'école et dans le bus ce matin. Aucun de mes amis impliqués dans l'histoire de la bibliothèque ou dans les trucs de Ouija en général n'était sur le même trajet de bus que moi. Et je n'osais pas en parler aux enfants avec qui je prenais le bus, car la plupart d'entre eux, je les méprisais. Quand je suis arrivé à l'école, j'ai trouvé mes amis, Monica et Kim, qui m'attendaient à l'entrée nord comme chaque matin, et j'ai commencé à leur raconter mon rêve en détail. Nous venions de finir mon récit de rêve dans le couloir principal quand Suzanne a surgi en courant depuis l'entrée sud, assez éloignée. Je n'ai pas besoin d'insister sur le fait qu'il n'y avait pas de téléphone portable et aucune façon concevable pour Suzanne d'obtenir ces informations. C'est exactement ce qui s'est passé et c'est totalement exact. Reprenant difficilement son souffle, elle m'a regardé et a dit « J'ai un message pour toi. » Louis, dis à Nicole qu'elle peut courir mais qu'elle ne peut pas se cacher. À ce jour, chaque fois que je raconte cette histoire, j'imagine toujours Nicolas en train de rire et de dire « Je t'ai trouvé ». Je suis extrêmement sceptique à propos du paranormal, mais cette expérience m'a vraiment bouleversé, alors j'ai pensé la partager. J'habitais autrefois un immeuble de 8 appartements. Je n'avais guère de contact avec les autres habitants, sauf avec mon voisin, l'un des types les plus sympas, et celui en dessous de chez moi. J'ai tout de suite remarqué, en emménageant, que le gaz en dessous de moi était tout le contraire d'un voisin attentionné. Il mettait la musique très fort à toute heure, parfois pendant 24 heures d'affilée. Honnêtement, je pourrais dormir pendant un ouragan, donc ça ne me dérangeait pas tant que ça, à part le fait que c'était vraiment impoli. J'ai préféré garder la paix en me taisant. Un jour, Gary, mon voisin, m'a demandé si tout allait bien avec le locataire du dessous qui mettait sa musique si fort, car même lui l'entendait depuis son appartement. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas trop, et Gary a dit qu'il était soulagé parce qu'il ne voulait pas que je confronte ce type tout seul. J'ai 20 ans et Gary en avait environ 50, donc je pense qu'il veillait juste sur moi. J'ai demandé pourquoi et il a expliqué qu'il avait rencontré ce type au travail des années plus tôt sous le nom de John, mais qu'en emménageant, il s'est présenté comme Wes. Gary était retourné voir un des autres gars qui avait travaillé avec eux pour vérifier, et il a dit qu'il alternait régulièrement entre les deux personnalités. Il avait évidemment une forme de trouble de la personnalité. Je ne suis pas vraiment un expert en la matière, mais j'entendais souvent Wes, c'est le nom que mon petit ami et moi avons fini par utiliser pour parler de lui, crier assez souvent. Je me demandais s'il mettait peut-être la musique pour couvrir les voix dans sa tête ou quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être complètement, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert. Bref, un jour, je trouve un mot scotché à ma porte. Arrêtez de taper sans arrêt. Je n'arrive pas à dormir. On peut voir à l'écriture que ça a été griffonné dans la colère. J'ai travaillé de 8h à 18h, puis je suis resté presque toute la soirée sur mon canapé. Évidemment, j'ai fait du thé et je suis aussi allé aux toilettes, mais je n'étais certainement pas en train de taper sans arrêt. Quoi qu'il en soit, Wes a décidé de taper sur son plafond dès qu'il pensait que je faisais trop de bruit. C'est comme ça que je sais que ce n'était pas moi. Il tapait à des moments complètement aléatoires, alors que je n'avais même pas bougé du canapé depuis plus d'1 heure, et parfois vers 4 heures du matin, alors que j'étais déjà couché. Mon petit ami a frappé à sa porte plusieurs fois, mais il n'a jamais répondu. C'est là que ça devient flippant. Je ne crois pas vraiment aux fantômes, donc je n'ai jamais prêté attention aux bruits étranges dans cet appartement. Je vivais avec 7 autres personnes dans un immeuble. Avec du recul, mon petit ami disait des choses étranges en dormant, mais il parle souvent de tout et n'importe quoi en sommeil. Même si je ne crois pas aux fantômes, je trouve ça super intéressant, et j'ai une planche Ouija que j'essaye de temps en temps. Un jour, mon petit ami et moi l'avons utilisée.
Nous l'avions déjà utilisé une fois dans cet appartement, mais il ne s'était rien passé. Cette fois, il s'est passé quelque chose. D'habitude, la planche allait sur des lettres sans sens, mais l'ambiance était étrange. Les bougeards vacillaient, et j'avais un sentiment bizarre sans savoir pourquoi. Puis la planche a éplé Trouvemoi. Naturellement, je demande, où es-tu? Ça épelle CACHECORPS. Comme un idiot fini, j'ai lu ça comme cache-corps et j'ai rapidement conclu que la planche disait n'importe quoi. J'ai dit au revoir et allumé la lumière. Honnêtement, je commençais à flipper. Je croyais entendre des choses bouger et je ne voulais pas que mon petit ami voie à quel point j'étais effrayé. Il croit aux fantômes, alors que je reste très sceptique. Ce n'est donc qu'après m'être assis sur le canapé que j'ai réalisé qu'en fait, ça disait « Wes a caché le corps ». Quand j'ai compris, j'ai dit à mon petit ami, dont la réaction a été du genre « Ah, je vois, très drôle ». Il pense encore que je poussais la planche et faisais semblant d'ignorer pour rendre réaliste, mais ce n'était pas vrai. Par curiosité, j'ai essayé de chercher des meurtres ou des disparitions locales, mais je n'ai rien trouvé. Je ne trouve pas non plus de réseaux sociaux pour Wes, ni rien d'intéressant à son sujet en ligne. J'ai réussi à découvrir son vrai nom. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, ni pourquoi la planche a dit ça. Je suis convaincu qu'il y a sûrement une explication logique, peut-être des mouvements subconscients. Mais ça m'a vraiment foutu la trouille. J'ai déménagé de cet appartement il y a quelques mois. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas utilisé la planche Ouija depuis. Je n'ai jamais été attiré par le paranormal parce que j'ai déjà eu assez d'activités étranges qui me sont arrivées au fil des années. L'été dernier, mes amis et moi avons décidé de fabriquer une planche Ouija et de jouer chez eux, puis au cimetière. Ils l'ont interrogé sur des faits que je savais vrais, mais qu'ils ignoraient. À ce moment, j'ai compris que c'était réel. Puis, par curiosité, mon amie Karen demande « Est-ce que notre amie Penny sera enceinte à 19 ans ?» Et ça a répondu oui. Quelques mois plus tard, je reçois un coup de fil de Penny qui m'annonce qu'elle est vraiment enceinte, et à ce moment-là, je n'ai jamais été aussi stupéfait et effrayé en même temps. Rien de tout cela n'a jamais marché, et maintenant, je suis encore plus effrayé que la planche ait fonctionné. Je n'arrive pas à croire que c'est devenu réalité et que la planche a prédit quelque chose d'aussi fou. Je suis un peu excité par les autres choses qu'on a demandées, mais j'en suis aussi très méfiant. En grandissant, j'ai habité plusieurs maisons et joué souvent au Ouija. J'ai grandi avec une mère passionnée par le paranormal, ce qui m'a forcément influencé. Je vais raconter une expérience vécue. Un des endroits où nous avons vécu était plus un cottage qu'une maison. C'était à la campagne, au bout d'une longue allée, et c'était comme une partie principale de la maison avec 2 chambres, ma chambre et celle de ma sœur. Ensuite, il y avait 2 pièces supplémentaires ajoutées, une sur le côté, celle de mon frère, et une à l'arrière de la maison, qui était bien sûr celle de ma mère. Un soir, ma sœur et moi jouions avec notre Ouija artisanale. Nous avions découpé chaque lettre de l'alphabet et les avions disposées dans l'ordre, écrit oui, non, bonjour et au revoir, et nous utilisions un verre à liqueur comme planchette. Nous sommes entrés en contact avec un fantôme qui s'est identifié comme Fred. J'utilisais un crayon pour noter toutes les lettres vers lesquelles le verre pointait, et tout à coup, le crayon avait tout simplement disparu. J'ai vérifié sous la table et autour de la cuisine où nous étions assis, et nous n'avions pas bougé depuis le début. J'ai demandé à la planche Ouija où était le crayon. Elle a dit qu'il était dans la chambre de ma mère. J'ai toujours eu peur de sa chambre. J'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait depuis l'embrasure de la porte. En fait, elle se trouvait juste au bout du couloir qui était relié à la cuisine où nous étions assis. La planche Ouija a éplé, va le chercher. Je me suis dit, pas question d'y aller. Ça a commencé à épeler, va, je... Et demandé pourquoi il tenait tant à ce que j'y entre.
Le plateau a éplé quelque chose comme « parce que je veux te tuer ». Je ne voulais pas avoir l'air d'une mauviette. Alors j'ai dit « eh bien si tu me tues, tu seras coincé avec moi dans l'au-delà, et je t'embêterai pour l'éternité ». C'était essentiellement une provocation, quelque chose qu'il ne faut jamais faire avec les esprits, à moins de vouloir un retour de bâton, bien sûr, ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas sûr que Fred ait aimé ça, parce qu'on n'a plus réussi à faire parler la planche Ouija après ça. Le lendemain matin, tout le monde est parti vaquer à ses occupations quotidiennes et j'étais seul à la maison en train de faire la grasse matinée parce que c'était mon jour de congé. Pendant que je dormais dans ma chambre sombre sans fenêtre, à moitié en rêvant, à moitié conscient de mon environnement. J'entendais 2 personnes parler de couverture. Je croyais que c'était ma mère et ma sœur. Je les ai entendus dire « Prends les couvertures, il dort ». J'ai senti qu'on me tirait mes couvertures, ce qui m'a immédiatement réveillé. En ouvrant les yeux, j'ai compris que j'étais paralysé. J'ai vécu une paralysie du sommeil. Je n'entendais plus les voix. Tout ce que je pouvais faire, c'était bouger les yeux. J'ai tenté de crier sans succès. Puis du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose qui brillait. J'ai tourné les yeux vers l'endroit où je l'avais vu. Un grand visage rond, pâle et blanc, flottait près de mon lit et me fixait. J'étais tellement effrayé qu'une larme a coulé de mon œil. Il était là, en train de me fixer. Je l'ai regardé, terrifié, au moins 10 secondes. Pendant tout ce temps, j'étais complètement paralysé. Ses yeux noirs ont cligné, puis il a flotté dans le coin de ma chambre avant de disparaître. La seconde où il a disparu, j'ai retrouvé toutes mes fonctions motrices. Je me suis levé d'un bond du lit et j'ai couru dehors pour sortir de la maison. Quelques jours plus tard, je veillais tard à regarder la télé dans le salon, qui était reliée à ma chambre, à celle de mon frère et à celle de ma sœur. Elles avaient toutes des portes sur les côtés opposés des murs du salon. Alors que ma mère dormait et que mes frères et sœurs étaient sortis, je restais seul, un peu tendu, car la maison était très effrayante, surtout après cette première expérience. La seconde d'après, j'entends un grand fracas venant de la chambre de ma sœur, qui était juste à côté du fauteuil où j'étais assis. Je me lève d'un bond, je crie et je cours au milieu du salon. Je fixe la porte de la chambre de ma sœur, m'attendant à moitié à ce qu'elle s'ouvre et qu'un animal sauvage surgisse pour m'attaquer. Mais rien ne s'est passé. À peine 5 secondes après, j'entends le même bruit venant de la chambre de mon frère. Je suis allé en courant dans la chambre de ma mère pour la réveiller afin qu'elle aille vérifier ce qui faisait tous ces bruits de coups dans les chambres. Ce n'est pas mon moment de gloire. Je me suis tenu derrière elle pendant qu'elle ouvrait la porte de ma sœur. Je pensais qu'un raton laveur ou quelque chose comme ça était peut-être entré là-dedans. En regardant à l'intérieur, nous avons vu que plusieurs dalles du plafond avaient été arrachées et dispersées dans sa chambre. L'une sur le lit, 2 au sol, toutes espacées d'environ 1,50 m. À ce moment-là, j'ai dit « Bon, c'est une maison pourrie. Un animal a peut-être fait tomber ces objets d'en haut. » Que s'est-il passé avec le contreplaqué vissé sur les chevrons du toit de mon frère? Le contreplaqué s'est détaché et est tombé. Quelles sont les chances que 2 parties différentes de la maison, qui n'étaient reliées d'aucune façon et faites de 2 matériaux de construction différents, voient dans leur plafond s'effondrer lors d'une nuit d'été sans pluie? Quelle autre explication que de jouer au dur en invoquant un fantôme, puis de voir ces événements étranges survenir les jours suivants? Alors je préviens tous ceux qui pensent être forts, courageux ou quoi que ce soit d'autre. Ne dites pas à un fantôme flippant nommé Fred qui a dit qu'il voulait vous tuer et que vous avez rencontré sur une planche Ouija dans une maison super glauque au fin fond de la Cambrousse que vous allez l'embêter pour l'éternité, sinon vous pourriez bien finir par le regretter comme moi. J'avais 16 ans et je m'ennuyais chez la cousine de ma copine. Les Thaïlandais sont un groupe de personnes. Je ne suis qu'à moitié, mais ma copine, sa cousine et son amie sont 100% thaïlandaises. On fabrique une planche Ouija en inscrivant lettres et chiffres sur une feuille d'imprimante. On allume des bougies et on invite poliment les esprits.
C'est flippant comme la pièce bougeait. Semblait bouger si vite et épeler avec précision les noms de nos futurs petits amis et petites amies. C'était facile pour moi de blâmer Joey, le plus excité du groupe, d'avoir manipulé la pièce. Nous avons voulu tester notre Ouija. Ma petite amie a accepté d'être la seule à toucher la pièce pendant que nous touchions son coude. Nous lui avons aussi demandé de fermer les yeux, de regarder vers le haut, loin du plateau, et nous avons posé quelques questions. N'ayant reçu aucune réponse, nous avons posé notre dernière question. Y a-t-il quelqu'un ici? Ma copine a crié et nous avons sursauté pour voir. Nous l'avons vue pleurer alors que la pièce épelait « Stop ». Ses yeux toujours fermés, le visage tourné vers le plafond, les larmes coulant sur ses joues. Cela a continué pendant 30 secondes et enfin, ça l'a laissé partir. Nous avons déchiré le morceau de papier, l'avons jeté dans les toilettes et nous sommes restés assis, stupéfaits et sans voix. Ma petite amie a dit qu'elle n'avait absolument aucun contrôle sur son corps et qu'elle voulait baisser les yeux et s'éloigner de la planche, mais qu'elle ne pouvait pas. Je n'oublierai jamais cette nuit-là et depuis, je suis convaincu de l'existence de l'inconnu. Je venais juste de rentrer chez moi après mon premier été de ma première année à l'université. Mes parents étaient en train de divorcer et ils ont tous les deux décidé de quitter la maison et de me laisser seul. J'étais en colère, confus. Je me sentais abandonné par mes parents et j'ai refusé de leur parler. Je n'aimais pas être seul chez moi. Je n'ai jamais aimé être seul ici, même quand mes parents étaient ensemble. Finalement, la vie de saisie est apparue sur la porte d'entrée. Mes parents ont abandonné la maison, et j'ai eu l'impression qu'ils m'avaient abandonné moi aussi. Avec ce court préavis, je savais que je n'allais pas avoir l'argent, alors j'ai décidé de prendre un appartement avec mes amis. La liste d'attente étant de 2 à 3 semaines, nous sommes restés dans la maison en attendant d'emménager. Ils connaissaient en certaines de mes expériences dans la maison et ils ont été témoins de beaucoup de choses, même pendant le court laps de temps où ils sont restés là avec moi. Ne jouez pas avec les planches Ouija. C'est quoi ça, ce que tout le monde avait fait? Nous n'avions pas la vraie, alors on en a fabriqué une avec un morceau de carton et un petit verre à whisky comme planchette. Tout cela n'était qu'une blague pour eux. Ils posaient juste des questions au hasard et obtenaient des réponses mais tout aussi aléatoires. Rien de trop effrayant ou grave. Ils riaient et se moquaient de toute la situation. Mais moi par contre, je me suis senti mal à l'aise tout le temps. Je savais de quoi la maison était capable, et pour une raison quelconque, je savais qu'elle se retenait. Ils se sont vite ennuyés et ont fini par arrêter de jouer. J'étais quelque peu soulagé. Nous étions dans la cuisine quand nous avons entendu quelque chose racler dans le salon. Quand nous sommes allés voir, nous avons vu le verre bouger tout seul assez rapidement sur le plateau. Il s'arrêtait sur différentes lettres, mais d'une manière étrange et répétitive. J'entends toujours ce bruit dans ma tête. C'était vraiment terrifiant et ce n'était pas ce ou celui avec qui nous étions en contact avant. Nous avons pris une feuille de papier et écrit les mots qu'il prononçait dans. Il y en a 7. À ce stade, la plupart des gens seraient repartis, mais nous étions tous trop intrigués. La maison commençait à révéler sa véritable nature. Nous nous sommes placés autour du plateau et avons posé nos doigts sur le verre. J'ai demandé qui ou que sont les 7. Il a éplé M-A-U-V-A-I-S puis D-E-M-O-N-S. J'ai ensuite demandé avec qui nous parlions et il a éplé Gary. Mes amis ne le savaient sûrement pas à ce moment-là, mais moi je connaissais un Gary. Je savais aussi que lorsqu'il est décédé, il avait demandé que ses cendres soient alors dispersées dans nos bois parce qu'il adorait toujours y chasser et s'y promener. Cela a été fait lors d'une petite cérémonie privée et la seule chose qui marquait l'endroit était une petite statue de cerf en béton placée près d'un arbre au fond des bois. Mes émotions étaient en pagaille et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que Gary nous parlait. L'énergie en était folle, mais il y avait un calme à ce moment-là.
J'avais les larmes aux yeux quand j'ai posé plusieurs autres questions à Gary. Au cours de ces questions, nous avons pu déterminer que 7 démons habitaient le terrain, à l'intérieur de la maison et sur le porche. On nous a aussi appris qu'il existe de bons et de mauvais esprits, les mauvais étant plus nombreux, mais les bons, plus forts, m'ont protégé toute ma vie. La planche a alors légèrement changé de direction, et nous avons aussi rencontré un homme nommé Eichmann. Il ne nous a donné que son nom de famille. Eichmann était un nom populaire dans notre ville, et plusieurs Eichmann vivaient en fait dans la région. Il nous a dit qu'il était mort dans un accident de voiture, et il nous a donné le nom du cimetière qui se trouvait en ville où il était enterré. Il semblait être l'un des bons esprits qui m'ont aidé à chasser les mauvais. J'étais incrédule et très intrigué. Je recevais enfin les réponses que je cherchais depuis l'enfance. Cependant, l'un de mes amis en voulait plus. Il voulait tellement parler aux mauvais esprits qu'il a commencé à provoquer tout ce qui était là, qui que ce soit. Je l'ai supplié de ne pas le faire parce que je savais de quoi la maison était capable. J'ai même retiré mes doigts du verre parce que je ne voulais pas que mon énergie se mêle à ce qu'il essayait de contacter. Il a dit au revoir à Gary et à Eichmann et il a dit donc qu'il voulait parler à l'un des mauvais esprits. Clairement, ce n'était pas le gars le plus intelligent. Il demandait sans cesse un nom, sans réponse. Malgré tout ce qu'il venait de voir, il en voulait encore davantage de preuves. Il avait une cigarette et a défié l'un des esprits de la faire rouler hors de la planche. Si l'esprit faisait cela, il leur donnerait le briquet pour la fumer. Il provoquait encore la maison pour obtenir plus de preuves. Mais c'est vraiment arrivé. La cigarette est tombée de la planche sur le tapis, puis est remontée sur la planche. Elle a donc dû franchir à nouveau la bosse entre la planche et le tapis. Nous avons tous immédiatement reculé d'un bond. Tous ont glissé leurs doigts vers le haut du verre. L'ambiance à la maison est lourde. La maison était vivante. Les lumières ont commencé à clignoter. Les robinets se sont mis à cracher de l'eau à plein débit, et les cordons du plafond ont commencé à tourner en cercle. Un bruit de pas se faisait entendre sur la véranda. Des chuchotements venaient de tous les coins de la maison et du sous-sol. Les portes ont commencé à claquer et les fameuses silhouettes d'ombre sur la passerelle du sous-sol étaient lentées de retour. Peu importe combien de fois nous nous excusions, ça ne s'arrêtait pas. Ma maison avait 5 portes, une de chaque côté et une qui menait dehors depuis le sous-sol. Nous avons couru vers la porte d'entrée, mais elle restait bloquée. Nous n'avons pu sortir que par une porte latérale qui a claqué derrière nous, manquant de faire tomber mon ami. Dehors, nous avons entendu quelque chose courir sur le porche. Nous avons tous sauté des escaliers latéraux pour atterrir dans l'herbe. Quoi que ce soit qui était sur le porche continuait de courir à côté de nous pendant que nous courions vers notre voiture dans l'herbe. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais l'entendre. En montant en voiture et quittant l'allée, quelque chose a frappé la vitre arrière avec une telle force qu'une empreinte de main est apparue. Nous avons passé la nuit chez un ami, mais je ne pense pas que l'un de nous ait vraiment dormi. Les événements de cette nuit étaient traumatisants. Nous vivons maintenant. Mon cœur bat si fort parce que je me souviens de tout ce que j'ai ressenti. Nous avons dû retourner à la maison finalement, et c'était un jour que nous redoutions tous. Les portes étaient verrouillées, bien que nous ne les ayons pas fermées à clé. L'intérieur était complètement saccagé et il y avait des affaires partout. Cependant, le Ouija n'avait pas l'air d'avoir bougé du tout. Il était là où nous l'avions laissé, avec une cigarette au centre du plateau. La seule chose qui avait changé, c'était le verre de whisky qui semblait être posé sur le chiffre 7. Nous avons pris rapidement les objets essentiels pour l'appartement, laissant les plus volumineux pour plus tard. Je voudrais dire que nous n'avons jamais revécu cela, mais nous étions tous persuadés qu'il restait une forte activité résiduelle. L'appartement dans lequel nous avons emménagé faisait partie d'un complexe assez récent et il s'y passait souvent des choses étranges. C'est à cette époque que j'ai commencé à faire l'expérience de paralysie du sommeil. Parfois, je me réveillais la nuit et voyais une silhouette sombre dans l'embrasure de ma porte. À partir de ce moment-là, je ne me suis plus jamais senti seul. Je ne suis jamais retourné dans la maison après mon déménagement.
Je sais qu'elle a été saisie et probablement vendue aux enchères. Je n'ai aucune idée de qui sont les nouveaux occupants. Apparemment, ils ne venaient pas de la région. Cependant, je ressens toujours un lien très fort avec cette maison. Quand je retourne dans ma ville natale, j'ai une forte envie d'y aller, juste de passer devant en voiture, mais je ne le fais jamais. Elle hante souvent mes rêves, et j'y pense constamment, ainsi qu'aux esprits qui y sont liés. J'ai effrayé plusieurs personnes durant le service de nuit. J'ai préenregistré des murmures et des mots aléatoires comme « Bonjour, tu as fait une grosse erreur » sur mon téléphone. J'ai ensuite placé une enceinte Bluetooth dans une pièce. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu de jouer à la planche Ouija. Mon ancien lieu de travail était sympa. L'âge médian des employés était d'environ 23 ans et nous étions une trentaine en tout. Nous étions tous amis, mais certains étaient espiègles. Se faire des blagues était une routine quotidienne, et souvent le président directeur général et le directeur des opérations y participaient. Ils étaient toujours impliqués après coup, quand tout le monde riait de la pauvre victime de la blague. Un soir, quelqu'un a proposé qu'on joue au Ouija, et je ne pouvais pas rater l'occasion de piéger tout le monde. L'enceinte Bluetooth était minuscule. Le problème était que sa lumière bleue restait visible dans l'obscurité. J'ai mis du ruban adhésif, placé l'objet dans une boîte ouverte et connecté mon téléphone. J'étais l'un des plus grands sceptiques du bureau, donc si je pouvais faire semblant d'avoir peur, ce serait très convaincant. J'ai utilisé un iPad du bureau pour filmer l'événement, avec l'accord de tous. Nous nous sommes assis et avons commencé à nous tenir la main, je ne pouvais donc pas sortir mon téléphone pour lancer l'audio. C'est là que mon génie devient tangible. J'avais programmé 5 minutes de silence avant que l'audio ne commence. Et 5 minutes plus tard, la question posée était « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Et de façon incroyable, une voix s'est fait entendre en disant « Allô ?» Tout le monde s'est paniqué. C'était parfait, timing idéal. Les murmures ont débuté, puis une voix a chuchoté « Ne nous cherchez pas », suivi de nombreux murmures. Et puis Marc m'a tué, il m'a tué. Je devais faire semblant d'être terrifié, un faux pas, et j'aurais tout révélé. Puis un de mes collègues a lâché la main et s'est effondré au sol. Il s'est évanoui. Nous avons allumé les lumières, et quelques secondes plus tard, il a repris connaissance. Nous lui avons donné de l'eau et nous l'avons calmé. En voyant la peur collective de mes collègues et l'exécution brillante, j'ai pensé que la meilleure façon de leur rendre hommage serait de ne pas leur dire ce que j'avais fait. Cela fait quelques années, et je suis sûr qu'il y a 5 gars quelque part qui racontent encore comment ils ont vu un vrai fantôme tué par quelqu'un qui s'appelait Marc. Il y a plus de 10 ans, j'ai ouvert un portail dans ma vie que je ne comprendrai ou ne perdrai peut-être jamais. Il y a encore des jours où je ressens la présence et je crois que je serai perpétuellement suivi par une manifestation de mes actes. Même récemment, j'ai commencé à avoir une étrange habitude de pensées sombres, incontrôlables, presque psychotiques. Va juste te suicider. Répété dans ma tête plus de 50 fois en seulement quelques jours le mois dernier. Cela arrivait pour des choses aussi importantes que des moments de dépression ou aussi insignifiantes que d'oublier de faire quelque chose. Je fais chaque jour inconsciemment des cornes de diable avec mes mains. J'ai une étrange obsession pour l'imagerie occulte et l'œil illuminé de Lucifer que vous remarquez peut-être ou non, propagé littéralement partout dans la musique. Où est le meilleur endroit pour cacher la vérité ? À la vue de tous. Quand j'étais au lycée, j'étais en surpoids et attiré par des groupes marginaux extrémistes. Nous portions du noir, nous écoutions du death metal, nous causions autant de chaos que possible, tout en arborant un paquet de cigarettes Parliament, comme si nous étions un Vilvalo à la moitié de sa bouteille quotidienne de Jack. À cette époque, il y avait un groupe que j'ai appris à aimer, à qui j'ai fait confiance et auquel j'ai finalement sacrifié mon innocence et mon âme. Mes amis m'ont présenté la planche Ouija comme quelque chose qu'ils voulaient vraiment explorer.
Une fois convaincus, nous n'avons pas seulement exploré, nous avons plongé. Je me suis détourné de mon éducation catholique et j'ai commencé à chercher le mal pour que nous puissions le retranscrire dans notre expérience avec la planche. Nos premières parties reflétaient l'expérience typique d'un nouvel utilisateur de Ouija. La planche bougeait très peu. Nous nous demandions même qui bougeait en premier lieu et nous avions épuisé tous nos lieux hantés. J'ai introduit un mantra satanique au groupe et il a été accueilli à la table chez mon ami Cody. Nous étions fatigués de l'effort qu'il fallait pour entrer dans les cimetières et les bâtiments abandonnés, alors la maison de son père allait devoir faire l'affaire. Nous avons posé la planche sur la table de sa cuisine, nous nous sommes regroupés autour avec nos mains sur la planchette et nous avons récité le mantra « Archange, ange noir, prête-moi ta lumière ». Les morts échouent-ils jusqu'à ce que nous ayons le paradis en vue ? 6 fois pause. 6 fois pause. Quelle mauvaise idée. Quelle source de tourment. Voici les événements qui ont suivi nos nombreuses expériences concrètes avec la planche après cela, avec la maison que nous avons maudite et ce que j'ai vécu depuis. La planche c'est devenu un centre de vie. Peu importe qui l'a touchée, peu importe à quel point nous essayions de la toucher légèrement, la planche parlait énormément et très rapidement. Elle épelait toujours les mots en entier pour former des phrases complètes, correctement en anglais, et oscillait entre émerveillement et insultes vulgaires. Par exemple, la planche m'a dit, en 2006, que Obama allait devenir le président des États-Unis. C'était avant que des décisions soient prises dans son parti. Elle m'a aussi dit que d'ici 2012, le monde aurait été détruit par ses actions. Elle a longuement parlé du salut, en désignant certains amis qui risquaient de mourir jeunes et de souffrir, ceux de foi comme moi. Et très peu de mes camarades pourraient peut-être connaître le salut. Si nous changions certains aspects de ma vie, et oui, elle a exposé nos peurs les plus profondes passant sur les raisons pour lesquelles nous ne pourrions pas voir le paradis à la vue de tous nos amis. Par exemple, elle m'a dit que je devais arrêter les relations sexuelles avant le mariage, sinon je n'aurais aucune chance. C'était ma principale inquiétude. Comment le savait-elle ? Elle a aussi insisté que certains de mes amis étaient voués à brûler pour l'éternité, qui n'avaient aucune chance, quoi qu'ils fassent. Nous savions ce que nous cherchions et à qui parler. Un démon ou entité maléfique célèbre. Du classique Lucifer à Anton LaVey et Aleister Crowley. Cela s'est manifesté de diverses façons sur la planche. Il disait que le pire en enfer était d'être esclave. Le pire en enfer, c'était aussi d'être esclave. Cody adorait l'adrénaline et a fini par acheter une nouvelle planche. Avec cette planche, nous sommes allés encore plus loin. C'est difficile à avouer, encore plus lors d'une confession catholique devant un prêtre respecté, mais je le fais pour mon âme et mes convictions. Avec la nouvelle planche, j'ai trouvé un enregistrement à l'envers du Notre Père et je l'ai lancé. Oh, le mouvement. La planche passait d'une réponse à l'autre, oui et non, plus vite qu'on ne pouvait y réfléchir. Ces réponses devenaient aussi de plus en plus maléfiques et malveillantes. Un jour, nous avons invité de nombreux amis. C'étaient tous des amis que je connaissais. Nous avons commencé comme d'habitude par des questions auxquelles ils ne devaient pas répondre en faisant un doigt d'honneur et en observant la planche répondre « Va te faire foutre ». Quand ils ont été témoins de la puissance de ce que nous avions invoqué, un ami nommé Jordan a commencé à perdre son sang-froid. « C'est pas possible que ce soit réel. »« Tu dois le bouger », s'est-il exclamé incrédule. Faisant son arrogant qui sait tout, il a pris la Bible qu'il avait apportée pour se rassurer et l'a posée brusquement sur la table. Immédiatement, la planchette s'est mise en mouvement avec l'un des messages les plus mémorables que le plateau ait jamais se transmis. « Enlève la Bible de la table. On va aussi brûler la maison, enfoiré. » Elle a épelé chaque lettre, et on est tous devenus fous. Bien sûr, la maison n'a pas brûlé après que Jordan ait refusé d'enlever la Bible, mais elle nous a touchés d'autres façons. La maison de Cody est désormais un lieu de phénomènes étranges. Comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de groupes, et celui-ci était rempli de personnes nécessiteuses qui profitaient en les unes des autres.
Cela dit, il y avait un va-et-vient constant de gens qui entraient et sortaient, s'endormaient sur les canapés et agissaient comme si l'endroit leur appartenait. Le père de Cody travaillait hors de la ville 90% du temps et on en profitait. L'un des enfants, qui jouait souvent avec nous, a cessé de venir car il voyait sans cesse un visage blanc et sévère le fixer à travers les fenêtres. Cody dormait peu dans cette maison. Il disait se réveiller dans des cauchemars. Une nuit, il s'est réveillé en plein sommeil. 3 heures du matin, c'est vraiment une heure surnaturelle. Il se sentait extrêmement mal à l'aise. Bientôt, il entendit des gémissements hantés, puis une masse de mains s'éleva au-dessus du lit, prête à l'entraîner dans les enfers. Un bon ami à moi, que j'ai eu la bêtise de présenter, a eu la pire réaction visible de nous tous. Nous avons terminé la séance, puis nous avons roulé en voiture pour reparler de l'expérience. À mi-chemin, il arrête de me parler. Je fais une pause en attendant une réponse et j'entends une respiration étrange. Il s'avère qu'il halète littéralement comme un chien. Je me suis arrêté et suis allé de son côté. Il était penché vers le bas sur le siège passager, mais il avait aussi un bras levé, tenant la poignée de maintien. C'était comme s'il y était collé, haletant sans arrêt. Je ne pouvais que penser à quel point ce comportement était étrange et stupide. En voulant l'aider à sortir de la voiture en le touchant, il s'est mis à halter plus fort. J'ai pensé que ce n'était pas une blague. Ça m'a vraiment fait peur, alors j'ai roulé 5 minutes jusqu'à l'église catholique de notre ville. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire, mais j'avais une petite intuition. Je l'ai sorti de la voiture et je l'ai littéralement déposé sur le trottoir de l'église, juste devant la statue de la Vierge Marie. Il se tordait sur le trottoir, puis a repris connaissance, très désorienté. À ce jour, je ne sais pas s'il me faisait une blague ou si c'était réel, mais cela m'a vraiment fait peur. Pendant cette période, j'ai remarqué que je devenais plus renfermé et rancunier. Je détestais mes camarades et ne voulais rien avoir à faire avec les populaires de l'école. J'ai commencé à étudier l'occulte et à télécharger des livres d'auteurs reconnus dans le domaine du mal, comme les susmentionnés Alistair Anton et Howard Phillips Lovecraft. Un jour, ma mère est descendue dans ma chambre au sous-sol. Elle a peu parlé, mais je voyais qu'elle était très déconcertée. « Quoi que tu aies amené dans ma maison, sors-le tout de suite. Mes rêves sont devenus hantés et maléfiques, et je sais que c'est à cause de toi. » Je ne lui ai jamais rien dit de ce que je faisais, mais mes actes avaient recommencé à lui provoquer des cauchemars profondément dérangeants. C'est à ce moment que j'ai eu ma première paralysie du sommeil. Une nuit, je me suis réveillé sans pouvoir bouger. J'ai essayé de lever un bras, de me retourner, même de crier. Je n'arrivais à faire réagir aucune partie de mon corps. J'ai essayé de concentrer toute ma volonté et mes pensées sur quelque chose d'aussi simple que bouger un petit doigt. Rien. Cela ressemblait à mes recherches ultérieures sur les expériences typiques de paralysie du sommeil d'autres. Une sensation oppressante. Entendre des choses. Voir ce qui n'est pas là. Je n'ai vu aucune silhouette, mais j'ai eu une expérience de sortie du corps, presque comme un rêve lucide. Pendant que j'étais allongé là, j'ai un peu perdu le contact avec la réalité et avec mon corps physique. Je me souviens de m'être assis, mais j'étais aussi conscient que je ne m'étais jamais déplacé et que mon corps était toujours allongé dans le lit. En étant assis, mon âme s'est tournée vers la porte de la pièce du sous-sol où je vivais. J'ai regardé à travers la pièce vers la porte, où il aurait dû y avoir un escalier de 7 marches qui menait directement vers le haut et hors du sous-sol. Je ne distinguais ni la porte, ni les escaliers. Cette partie de la pièce, pour moi, était un trou noir d'encre, comme le nuage noir d'Hermeus Mora dans Skyrim, un nuage noir mouvant et vivant. Autour de moi, la teinte de la pièce était d'un gris clair, comme au crépuscule, donc il était facile de voir que là où la porte aurait dû se trouver, il n'y avait rien du tout. J'avais très peur, mais je continuais à regarder. Quand je me suis enfin remis à m'asseoir normalement et que je me suis allongé, j'ai soudainement pu bouger à nouveau, comme quelqu'un qui reprend vie après avoir reçu un massage cardiaque.
Le lendemain, j'ai effacé toute la littérature occulte téléchargée. 3 ans ont passé. Je suis adolescent et étudiant en première année à l'université Gonzaga. C'était une période formidable, mais pour rester pertinent, c'était aussi une époque où j'ai commencé à m'attendre à être hanté par mes propres cauchemars. Plus d'une fois, je me réveillais dans mon lit comme si c'était vraiment moi qui me réveillais. Mais immédiatement, je remarquai que le crucifix dans la chambre, que je n'avais même jamais eu, était accroché de travers. Pas seulement de travers, mais à un angle prononcé, presque droit. Je sais qu'un crucifix qui n'est pas accroché droit est un signe de présence surnaturelle. Je me levais en me sentant anxieux, mais avec l'envie de parler à quelqu'un pour savoir ce qui se passait. Chaque fois que je retrouvais ami ou proche dans ses rêves, le même phénomène survenait. Ils montraient une grande inquiétude et penchaient pour comprendre, mais dès que je montrais mon visage et tentais de parler, seul un hurlement inhumain sortait. Imaginez le rugissement du lion de la Metro-Goldwyn-Mayer remplaçant tout ce que je voulais dire. Quand cela arrivait dans mes rêves, mes amis et ma famille se précipitaient littéralement dans tous les sens, horrifiés, pour essayer de s'éloigner de moi. Quand j'étais abandonné et plein de désirs, mon moi onirique était projeté sur le dos et je ressentais une présence étrange dans ma poitrine. Que ce soit une expérience de possession, ou juste une partie de mes cauchemars, je l'ignore. Mais j'ai fait ce genre de rêve au moins 5 fois dans ma vie. Au fil des années, je ressens une présence qui me suit, et elle me hante chaque fois que je me tourne vers Dieu ou que j'essaie d'adopter un mode de vie plus sain. Il y a eu un moment décisif pour moi en 2014, où tout mon passé était revenu en force pour devenir une nouvelle source de tourments. J'ai accidentellement ingéré un spray pour les pieds de viande très toxique dans mon appartement et j'ai failli perdre connaissance à cause de cela. J'avais la tête qui tournait, j'étais désorienté, ce qui m'a rendu très vulnérable. J'avais peur de m'évanouir et de ne pas me réveiller, alors j'ai pris la voiture pour aller à l'hôpital, quoi qu'il arrive. Aller à l'hôpital signifiait que j'avais besoin de ma carte d'assurance restée au travail. Je me souviens seulement m'être senti dans le brouillard. Pour une raison quelconque, je jurais que cette carte était là, que je devais absolument l'avoir pour les urgences. Je me suis garé juste devant le bâtiment et je suis entré dans le hall pour appeler l'ascenseur. À l'époque, je travaillais comme agent pour l'une des plus grandes agences immobilières de l'État. Mon courtier était un maniaque du contrôle, donc le bureau était composé de plusieurs petits bureaux dans un grand espace. Le hic, c'est que chaque bureau individuel était constitué de murs entièrement en verre. Notre courtier devait s'assurer que tous travaillaient en permanence. Ce que cela signifiait pour moi lors de ma visite délirante, c'est que le bureau était rempli de lumière vive provenant des voitures qui passaient sur la route, scintillant comme un kaléidoscope sous la bonne lumière. C'était extrêmement déconcertant. J'ai retrouvé mon bureau presque effrayé par son scintillement silencieux et j'ai cherché où je pensais avoir ma carte. Elle n'y était pas. Est-ce que j'aurais pu douter de moi et la laisser dans ma voiture tout ce temps ? Au moment où j'ai eu cette révélation, j'ai senti une présence des plus menaçantes grandir derrière moi, dans un coin de la pièce. Je me suis retourné à temps pour voir une masse noire grandir et engloutir mon corps. J'ai ressenti une haine dirigée contre moi. Je me suis précipité hors du bureau en trébuchant. Je n'ai fermé aucune porte. Mon bureau, le couloir, la sortie, et je me suis enfui. Je savais que la porte se verrouillait seule, donc je n'ai pas eu à réfléchir. En partant, j'ai seulement entendu la porte du couloir à l'étage se refermer avec un déclic. Je suis allé à l'hôpital où on m'a soigné jusqu'à guérison. À cette même période, ma relation amoureuse à distance a mal tourné. Je savais qu'elle me trompait, et cela a grandement contribué à notre rupture, mais une autre partie venait de ce qu'elle disait entendre et ressentir. Elle était à plus de 100 km, mais elle était hantée par des bruits de traînées à l'extérieur de sa chambre et une présence maléfique dans la maison. Une nuit, elle m'a appelé pour savoir si j'étais chez moi. C'était le cas, très loin. Elle paniquait à cause du bruit de traînées dans son salon, dont je ne pouvais ni me porter responsable, ni expliquer. Elle me parlait quand soudain je l'ai perdue au bout du fil. J'entendais encore sa respiration, puis elle a cessé plusieurs minutes.
Puis elle est revenue en gémissant, et elle était partie assez longtemps pour me faire flipper. Elle était même allée jusqu'à faire bénir la maison avec de la sauge par un médium. C'était complètement contraire à mon éducation catholique, et ça a failli tuer mon chat à cause de la façon extravagante dont il a réagi, essayant de sortir de la maison par une fenêtre à moustiquaire pendant le processus, qui se trouvait à 1,50 m du sol. Lors de leur première rencontre, le médium lui a dit que j'étais hanté à cause de mon passé. Je ne lui avais jamais parlé de mon expérience avec la Ouija. Elle était extrêmement critique et étroite d'esprit. Suite à cette expérience, elle m'a interrogé sur des sujets qu'elle n'aurait jamais dû connaître, comme la musique satanique qui m'avait influencé ou une parole entendue à l'origine de tout cela. J'ai su instantanément de quoi il s'agissait, notre mantra satanique. J'essaie encore d'aller à l'église. Je suis dans une relation amoureuse maintenant, et rien de tout cela n'a d'importance parce que je suis soutenu et je ressens de la force à bien des égards. Je confesse encore avoir utilisé la planche Ouija et souhaite que cela cesse. Cela va-t-il encore me hanter ? Il est difficile de nier une tendance à l'obscurité, même en s'efforçant de revenir à la lumière.